Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours concernant les opérations de location-financement. Nous allons aborder ce cours au travers de 3 chapitres. Dans un premier temps, les principes généraux, puis les opérations de location par crédit-bail et pour terminer, la cession d'un bien acquis par crédit-bail. Donc pour débuter, les principes généraux. Tout d'abord, il convient d'effectuer une distinction avec la location simple. En effet, un contrat de location est un accord par lequel le bailleur cède au preneur pour une durée déterminée le droit d'utiliser un bien en échange du paiement d'un loyer ou d'une série de paiements. Dans le contrat de location-financement, c'est un contrat de location qui a pour effet de transférer les risques et charges au niveau du locataire, pour le preneur. Le transfert de propriété peut donc intervenir aussi in fine ou non. C'est au choix du preneur. Il pourra devenir propriétaire du bien pris en location-financement ou restituer ce bien. Le traitement comptable des contrats de location. Selon les normes IFRS, il y a obligation de procéder à une comptabilisation à l'actif des biens pris en location-financement. Au niveau du référentiel français, dans le référentiel français, au niveau des comptes individuels, on procède à une inscription en charge des loyers redevances payés et on doit par contre procéder à une information en annexe mentionnant les engagements pris en matière de crédit-bail. En termes de mention, on va devoir porter la valeur des biens pris en crédit-bail et le montant des redevances correspondant à l'exercice comptable. Pour ce qui est des comptes consolidés, la méthode préférentielle est une inscription à l'actif. C'est la méthode préférentielle. L'inscription en charge reste toutefois possible. Les opérations de location par crédit-bail, le traitement durant la période de location. On va distinguer le crédit-bail mobilier et le crédit-bail immobilier. Dans un premier temps, le crédit-bail mobilier. Quel est son traitement comptable ? Les redevances, loyers qui sont effectivement payés mensuellement, trimestriellement ou annuellement, seront comptabilisés au débit du compte 612.2, crédit-bail mobilier. Il y a parfois un dépôt de garantie qui peut être versé au démarrage du contrat. Dans ce cas-là, ce dépôt de garantie sera comptabilisé au compte 275, dépôt et cautionnement versés. En termes de traitement fiscal des redevances du crédit-bail, les redevances sont intégralement déductibles. Il existe cependant une exception qui concerne les véhicules de tourisme. Pour les véhicules de tourisme, il faut prendre en considération la valeur d'acquisition TTC du bien. Si la valeur d'acquisition du véhicule est supérieure à 18 300 € TTC ou 9 900 € TTC pour les véhicules émettant plus de 200 grammes de CO2, une fraction de la redevance devra être fiscalement réintégrée. Cette fraction, elle correspond à la réintégration de l'amortissement que le locataire du dit véhicule aurait dû effectuer s'il avait été propriétaire et si donc il avait procédé à des amortissements. On est sur les mêmes seuils que lorsqu'on possède un véhicule de tourisme. Maintenant, le crédit-bail immobilier. Toujours pareil, nous avons des loyers, redevances que nous payons au fur et à mesure du contrat. Les redevances, elles sont comptabilisées au compte 612.5, crédit-bail immobilier. En termes de fiscalité, il va falloir faire une distinction entre le terrain et la construction. Le prix d'acquisition du terrain n'est pas déductible, alors que le prix de la construction est, lui, déductible. Cela va donc imposer ce qu'on appelle un rééquilibrage. Rééquilibrage qui peut être effectué soit au moment de la levée d'option d'achat, c'est-à-dire à la fin du contrat lorsqu'on prend ou non la décision d'acquérir in fine le bien, soit au cours de la période de location. Quel est le traitement fiscal durant la période de location ? Donc on est toujours en crédit-bail immobilier.
Donc il va falloir procéder à un rééquilibrage entre la part du terrain et la part de la construction au cours de la période de location. Donc la difficulté va consister à déterminer la part du terrain dans les redevances qui sont versées. La redevance, elle va devoir être décomposée en frais financiers et remboursement du capital emprunté. Les frais financiers sont déductibles, l'amortissement de la construction est déductible, l'amortissement du terrain n'est pas déductible. Donc l'établissement d'un tableau d'amortissement de cet emprunt va nécessiter la détermination du taux actuariel. Comment calcule-t-on ce taux actuariel? On part des frais d'acquisition. Frais d'acquisition plus prix d'achat du terrain et de la construction. Ce total est égal à redevance multipliée par 1 plus, entre parenthèses, 1 plus t, t étant le taux d'actualisation, puissance moins n, la durée du contrat de crédit-bail immobilier, divisé par t, le taux, plus option divisé par 1 plus t, le taux, puissance n, nombre d'années. Cela va nous donner ce qu'on appelle un taux actuariel. Donc ce taux actuariel va permettre ensuite cette ventilation entre les frais financiers, la construction et le terrain. À savoir que la priorité d'affectation, c'est l'ordre suivant. En fonction du montant déterminé, donc c'est-à-dire nous avons un taux. En fonction du taux déterminé, nous allons pouvoir ensuite déterminer comment nous affectons la redevance qui est payée. Nous partons du capital restant dû en début de période. Nous appliquons le taux actuariel et nous obtenons un montant. Ce montant, il doit ensuite être ventilé entre les frais financiers, la construction et le terrain. En priorité, on affecte aux frais financiers, frais d'acquisition, puis on affecte à la construction et à la fin, on affecte au terrain. Donc l'ordre d'affectation est toujours le même. Traitement à la levée d'option d'achat. Comment ça se passe lorsqu'on lève l'option d'achat pour un crédit-bail mobilier? Si on ne choisit pas d'acquérir le bien, c'est-à-dire on choisit de restituer le bien. Dans ce cas-là, aucune écriture comptable, on redonne le bien à l'organisme de location-financement. Restitution, aucune écriture. Si on choisit d'acquérir le bien, on fait donc ce qu'on appelle une levée d'option. Dans le cas d'une levée d'option d'achat, on devient propriétaire du bien. On inscrira donc ce bien à l'actif. On inscrit le bien à l'actif pour le montant auquel on acquiert le bien, même si on est sur une très faible valeur. Traitement à la levée d'option d'achat, cette fois-ci pour le crédit-bail immobilier. On a au niveau du traitement comptable. Si on restitue le bien, aucune écriture comptable à effectuer. Si on choisit d'effectuer la levée d'option, on devient donc propriétaire de la construction et du terrain. Il va falloir effectuer une inscription à l'actif et il va falloir, en effectuant cette inscription à l'actif, être capable de déterminer la part du terrain et la part de la construction. Donc, soit on part pour pouvoir déterminer le prix du terrain. On peut prendre les prix des terrains de même nature en fonction de l'emplacement pour évaluer notre propre terrain. Soit en fonction d'une répartition forfaitaire qui peut varier par rapport à l'emplacement, la densité, l'âge de la construction. Mais il est impératif de ventiler l'acquisition du bien immobilier entre terrain et construction, puisque le terrain ne sera pas amortissable, la construction, elle, sera amortissable. Pour le crédit-bail immobilier, au moment de la levée d'option d'achat, quel est le traitement fiscal? Bien entendu, si on restitue le bien, donc l'option de levée d'achat n'est pas exercée, dans ce cas-là, tous les loyers sont déductibles. Donc il va falloir déduire la part du terrain qui aurait pu être réintégrée. On a vu tout à l'heure que la part du terrain qui est payée via les redevances n'est pas déductible fiscalement. Mais si à la fin je n'acquiers pas le bien, la part du terrain elle est quand même déductible. Donc si j'avais réintégré une partie
de la valeur du terrain. Comme je ne lève pas l'option, je déduis fiscalement cette partie correspondant à la valeur du terrain. Si je procède à la levée d'option d'achat, donc l'option est exercée, il va falloir procéder à une comparaison entre le prix de cession avec la valeur résiduelle fiscale de l'ensemble immobilier. Cela va permettre de respecter le principe d'égalité de traitement entre une acquisition directe et une acquisition indirecte via le contrat de crédit-bail. La valeur résiduelle fiscale, elle correspond à quoi? Elle correspond à la différence entre la valeur d'origine de l'ensemble immobilier, donc à la date de signature du contrat, et les amortissements que l'entreprise aurait pratiqués si elle avait été propriétaire de cet ensemble immobilier. Dans le cas où la valeur résiduelle fiscale est plus élevée que le prix de cession, ça signifie donc que le locataire a bénéficié d'un avantage fiscal de déduction des redevances par rapport au fait s'il avait fait une acquisition directe du bien immobilier. Cession d'un bien acquis par crédit-bail. Le crédit-bail mobilier dans un premier temps. Si on réalise une moins-value, c'est-à-dire que je vends le bien moins cher que je ne l'avais, que sa valeur nette. Moins-value, elle est forcément à court terme. Elle sera toujours à court terme. Une plus-value. Si la durée de détention est inférieure à 2 ans, ma plus-value sera à court terme. Si ma durée de détention est supérieure à 2 ans, et que je suis dans une société soumise à l'impôt sur les sociétés, plus-value à court terme. Ma société est soumise à l'impôt sur le revenu, plus-value à court terme à hauteur des amortissements pratiqués, et pour le surplus, plus-value à long terme. Pour un crédit-bail immobilier, comment cela se passe-t-il au moment de la cession d'un bien acquis par crédit-bail ? Au niveau du traitement comptable, il faut noter 2 particularités. Les amortissements dérogatoires qui ont pu être constatés vont devoir être soldés. Le résultat de cession, il correspond à quoi? Au compte 775, le prix de cession de notre bien immobilier, auquel on ajoute le compte 787, les reprises de provision, auquel on déduit le compte 675, valeur nette comptable de l'ensemble immobilier. Donc ici, la différence, c'est qu'on prend en considération pour calculer le résultat de cession, le compte 787, reprise de provision, chose que l'on ne fait pas dans un crédit-bail mobilier. Traitement fiscal de cette cession en termes de crédit-bail immobilier. La plus ou moins value fiscale doit être calculée en faisant la différence entre le prix de cession et la valeur résiduelle fiscale. La plus-value. Si j'ai une durée de détention du bien immobilier inférieure à 2 ans, plus-value à court terme. Une durée de détention de ce bien immobilier supérieure à 2 ans. Si ma société est soumise à l'impôt sur les sociétés, plus-value court terme. Une société qui est soumise à l'impôt sur le revenu, pour la valeur du terrain, la plus-value sera à long terme. Si je dégage une moins-value sur la construction, moins-value qualifiée de court terme. Si je dégage une plus-value concernant la construction, elle sera à court terme à hauteur des amortissements pratiqués et pour le surplus, cette plus-value sur la construction sera à long terme. En conclusion, les notions essentielles à retenir sur ce chapitre, les particuliers liés au traitement comptable et fiscal d'un crédit-bail immobilier. Il faut bien prendre en considération les différents cas de figure, notamment la distinction terrain-construction et la détermination de la valeur actuelle permettant de pouvoir attribuer la valeur du terrain. Et il est important aussi de savoir déterminer le caractère court terme ou long terme des différentes plus-values qui peuvent être dégagées à l'occasion d'une cession d'un bien acquis en contrat de location-financement.
Merci de votre écoute, au revoir.